Aujourd'hui, je vais t'expliquer ma stratégie d'investissement et le raisonnement derrière. Mon but, c'est de te montrer une façon de faire les choses. Ta situation est personnelle et tu es le seul responsable de ton argent. Je veux que tu prennes les idées que je te présente ici pour ouvrir ta perception de ce qui est possible. Analyse ta situation et consulte des experts en la matière avant de prendre tes propres décisions pour toi-même. En une phrase, j'ai investi à la bourse en utilisant une stratégie d'achat de FNB à faible coût et de les garder pour plusieurs décennies, c'est-à-dire jusqu'à ma retraite. Me jouer à la bourse, c'est de la spéculation. On ne sait pas si ça va monter ou cracher d'un moment à un autre. À court terme, c'est sûr que la valeur de tes actions vont fluctuer. L'argent que j'ai investi avec cette stratégie, je ne compte pas y toucher dans les prochaines années. En fait, c'est de l'argent pour ma retraite. Le marché, dans son ensemble, historiquement, va grandir en moyenne d'environ 7% par année. L'important, c'est le prix auquel j'achète versus le prix auquel je vends. Vu que c'est quasiment assuré que ce que j'achète va avoir monté de prix de manière significative d'ici 30 ans, ça veut dire que je m'en calisse de ce qui arrive d'ici le moment que je le vends. En ce moment, je suis dans la phase d'accumulation de richesse. Je n'ai aucun intérêt à vendre. Ce que je cherche à faire, c'est juste à acheter. Si le prix monte, cool. Si le prix chute, pour moi, c'est comme le Boxing Day ou le Black Friday. Tout est en solde. Avoir un horizon à long terme me permet d'ignorer ce qui se passe à court terme. Moi, je n'ai pas besoin de toucher à cet argent pour ces prochaines décennies. Grâce à ça, je peux me permettre d'ignorer les nouvelles sur les actions, tous les articles qui disent que c'est le temps de tout vendre maintenant, les articles qui prédisent une récession à chaque année depuis la dernière de 2009. Ça me permet d'ignorer les chauffeurs de taxi qui me conseillent d'acheter des actions de Tesla. Parce que souviens-toi, dans un marché à la hausse, tout le monde est un génie. Même si le marché dans son ensemble va monter en moyenne, personne ne sait si les actions de n'importe quelle compagnie va monter ou descendre en prix. Bon point. C'est pour cela qu'investir dans des compagnies spécifiques n'est pas une bonne idée. Pour réduire ce risque, moi j'utilise le concept de diversification. Je ne focus pas sur une compagnie en particulier, mais sur plusieurs compagnies. Je ne focus pas sur une industrie en particulier, mais sur plusieurs industries. Je ne focus pas sur un pays en particulier, mais sur plusieurs pays. Donc si une compagnie fait faillite, je ne suis pas dans le trouble parce qu'il y en a d'autres qui sont là. Si une industrie en prend un gros coup, je ne suis pas dans le trouble parce qu'il y en a d'autres. Si tout un pays prend un coup, je ne suis pas dans le trouble car je n'ai pas tout misé sur un seul pays. La diversification, c'est le concept de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Un portefeuille hautement diversifié est protégé du risque lié à la concentration de ton capital dans une compagnie, industrie ou pays. L'autre côté de la médaille, c'est qu'un portefeuille hautement diversifié est aussi limité dans son potentiel de gain. Mais pour moi, la protection à ce type de risque en vaut la peine, même en tenant compte de la perte de potentiel de gain. Mais je ne veux pas investir du temps à réfléchir à quelle compagnie serait les meilleures pour chaque industrie et pour chaque pays. Ben, tu sais quoi? Moi non plus. C'est pour ça que je ne choisis pas. Il existe des fonds négociés en bourse, des FNB, ou Exchange Traded Funds, ETF en anglais, qui sont comme des paniers d'actions. Alors à la place d'acheter des actions individuelles comme Apple, j'achète un de ces FNB qui regroupe, par exemple, toutes les compagnies du marché américain. Imagine une classe à l'école. Certains élèves ont des meilleures notes que d'autres, mais on peut calculer leur performance en moyenne. On peut alors mesurer la performance de chaque élève versus la moyenne du groupe. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est l'évolution de la moyenne du groupe dans le temps. Oups, faut que je revienne à mes boutons. Dans cet exemple, les élèves sont les compagnies américaines. Certaines compagnies performent mieux que d'autres, mais on peut calculer ce qu'elles font en moyenne. On peut alors mesurer la performance de chaque compagnie selon la moyenne du groupe. Ce qui m'intéresse par contre, c'est l'évolution de la moyenne du groupe dans le temps. C'est ce qu'on appelle un indice. C'est extrêmement difficile de performer mieux que l'indice de manière constante. Dans mon cas, je ne pense pas qu'investir plus de temps à étudier et analyser des rapports financiers de compagnies va améliorer mes résultats. Je préfère alors copier l'indice et ne pas risquer de faire pire que ça. Dans la vie en général, je vais être mieux que la moyenne. En investissant sur le marché boursier, je vais être plutôt dans la moyenne. Ces FNB sonnent moins pire que les actions individuelles, mais j'ai lu qu'ils sont gérés par personne. Une gestion passive comme ça veut dire que ça prend autant des mauvaises compagnies que des bonnes compagnies. Des fonds mutuels gérés par des planificateurs financiers ne seraient-ils pas mieux? Ils passent leur carrière à analyser les rapports financiers des compagnies et sauraient prédire lesquels devraient aller dans le panier de fonds et lesquels ne devraient pas l'être. Pour moi, il y a deux raisons pour lesquelles je n'aime pas les fonds mutuels gérés activement par les gestionnaires de portefeuille. La gestion active présente des frais plus élevés car l'humain doit être compensé. Souvent, on parle de 1% et plus de frais par année, versus un 0,08% à un 0,3% pour la gestion passive. Ces frais ne sonnent pas si pire que ça. Après tout, 1% de 10 000 par exemple, c'est juste 100 par année. Mais plus ton portefeuille grossit, plus ce 1% grossit, pour peu ou pas d'efforts supplémentaires de la part du gestionnaire de portefeuille. L'autre chose à considérer, c'est que c'est de l'intérêt composé qui est perdu à chaque année. Sur plusieurs décennies, ça peut se traduire en milliers de dollars perdus. Les gestionnaires de portefeuille chargent des frais plus élevés. Les petits pourcentages composés sur plusieurs années, c'est coûteux. Sûrement, même en tenant compte des frais plus élevés, tu dois rentrer dans ton argent. En fait, les frais plus élevés ne correspondent pas nécessairement à des meilleurs rendements. Tantôt, on parlait de moyenne. Statistiquement, quasiment aucun gestionnaire n'est capable de produire des rendements nettement supérieurs à la moyenne, et ce, année après année. Même si un gestionnaire est capable de battre le FNB quelques années de suite, statistiquement, il va sous-performer d'autres années. Il va tendre vers la moyenne. Puis la moyenne, c'est le FNB. Par contre, avec les frais de gestion plus élevés, il va souvent, plus que jamais, sous-performer la moyenne. Note bien que je parle de gestionnaire de portefeuille. Par ce terme, je veux dire une personne qui va faire
tous les choix d'investissement à ma place. Il s'agit seulement d'un volet de la planification financière. Les bons planificateurs financiers, à mon humble avis, sont beaucoup plus que juste des gestionnaires de portefeuille. Malgré mes opinions sur la gestion active de portefeuille, je tiens à souligner que je ne suis pas un expert sur le sujet, parlant avec un vrai expert, tel qu'un planificateur financier. Bref, les frais plus élevés ne promettent pas des meilleurs résultats. Ok, mais check, il y a telle ou telle personne qui m'a offert son produit de placement, fonds mutuel, whatever, puis il a détruit le fonds indiciel FNB sur 10 ans. Ça doit être le prochain Warren Buffett. Peut-être, mais peut-être pas. Laisse-moi t'expliquer un concept, le biais du survivant. Ferme les yeux et imagine que tu offres des produits financiers. Tu as 1000 clients. La première année, tu dis à la moitié de tes clients qu'une action A va monter et qu'elle va chuter pour l'autre moitié de tes clients. Donc, 50% du groupe va voir que tu as raison et l'autre 50% du groupe va voir que tu as tort. Tu continues, tu fais la même chose avec le groupe qui a vu que tu as raison. Tu dis à la moitié de ce groupe-là, la prochaine année, qu'une action B va monter et pour l'autre moitié, tu leur dis qu'elle va chuter. Au bout de la deuxième année, 25% du groupe va penser que tu es un devin. Tu peux voir comment ça peut continuer. À un moment donné, tu vas devoir chercher des nouveaux clients. C'est évident que tu vas parler du groupe pour lequel tu as, par chance, surperformé 5 ou même 10 ans de suite. Tu vas jamais parler de toutes les fois où tu as sous-performé parce que finalement, ces produits financiers auront été discontinués. De 1, ça tâche ta réputation. De 2, il n'y a personne qui veut investir dans quelque chose qui a sous-performé année après année. À quoi bon le frère? Le biais du survivant, c'est quand tu sautes à des conclusions en ne prenant pas compte de ce qui a survécu le test du temps. En ignorant ce qui n'a pas survécu, ta prise de décision n'est pas éclairée. La phrase magique, les résultats passés ne sont pas garants des résultats futurs. Bref, ce que moi je recherche en investissant mon argent, c'est une façon de faire croire mon argent avec un faible risque de ruine, qui demande très peu de mon attention, et avec un relativement bon taux de croissance. J'ai choisi de le faire sans gestionnaire de portefeuille, car je n'ai pas d'évidence assez forte qu'ils vont battre l'indice année après année. Même s'ils battent l'indice, il faut tenir compte des frais de gestion, souvent 1% et plus. Et même s'ils ont réussi à le battre les derniers 10 ans, les résultats passés ne sont pas garants des résultats futurs. Hey, merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout. Tu es un vrai MVP. Si tu as appris quelque chose ou que tu as reçu de la valeur, n'oublie pas de laisser un like. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions, des arguments contre ma stratégie d'investissement ou si tu veux partager la tienne. Si tu penses qu'un ami serait intéressé, partage-lui cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne pour plus de contenu sur le sujet. À la prochaine!